Un sujet, j'allais dire, qui défraie la chronique, qui peut toucher toutes et tous à un moment donné de leur vie, c'est le cas du divorce. Mais qui de mieux pour nous en parler, j'allais dire qu'un avocat pour nous expliquer comment ça fonctionne. Et le divorce n'est pas forcément toujours litigieux, il peut être par consentement mutuel. On va en parler avec Maître Régis Durand. Bienvenue Maître. Merci beaucoup, merci de Très votre heureux. invitation. Merci à vous d'être parmi nous. Alors je le disais à l'instant, c'est vrai que le divorce qui a une connotation négative, mais peut aussi, si j'ose dire, très bien se passer, ça peut être par consentement mutuel. Tout à fait. Et c'est le cas de beaucoup de divorces, contrairement à ce qu'on peut peut-être croire. Bien sûr. C'est vrai qu'on parle beaucoup avec nos amis, avec notre entourage, des divorces qui posent difficulté. Mais c'est vrai qu'on peut, après avoir malheureusement, dans une certaine mesure, raté son mariage, on peut réussir son divorce avec le divorce par consentement mutuel, qui est un divorce qui, comme le mariage lui-même, repose sur l'accord des époux. Quand on se marie et on demande aux époux de consentir au mariage, eh bien là, les époux consentent au divorce, non seulement au principe du divorce, mais aussi à toutes les conséquences du divorce. Alors justement, est-ce qu'on le précise pour faire très simple pour nos téléspectateurs, voilà, c'est un accord amiable. Justement, s'il y a divorce, consentement mutuel, on tombe d'accord. Et on va dire, il y a des incidences aussi par rapport, j'imagine, au partage. Il y a des incidences par rapport au partage parce que lorsque les époux ont des biens soit communs s'ils sont mariés sous le régime légal de la communauté, c'est le cas de 80% des couples en France quand même, soit des biens indivis, c'est-à-dire que bien qu'étant mariés sous le régime de la séparation de biens, oui, tout à sous fait. contrat, ils ont quand même acheté, c'est souvent la résidence principale, ils ont quand même acheté un ou plusieurs biens, notamment immobiliers, ensemble. Il faut effectivement, dans ce divorce, et c'est par consentement mutuel, c'est la condition préalable, il faut s'être mis d'accord sur la répartition de ces biens, sur le partage. Est-ce qu'on les vend et on partage le prix? Selon quelle modalité? En général, c'est moitié-moitié. Est-ce que l'un des époux conserve le bien immobilier moyennant paiement d'une soulte à l'autre époux et des solidarisations de l'autre époux, de l'emprunt s'il y en a un? Voilà, tout ça, c'est effectivement à régler en amont. Et lorsqu'il y a des biens immobiliers, l'intervention d'un notaire est nécessaire lorsqu'il s'agit d'attribuer le bien à l'un des époux. Si les époux vendent le bien, on n'a pas besoin nécessairement d'un notaire. On a besoin d'un notaire, bien sûr, pour l'acte de vente. L'acquéreur devra prendre son notaire. Pour les formalités. Voilà. Mais une fois que le bien est vendu, effectivement, on n'a plus besoin de notaire dans le cadre de la liquidation, puisque les époux vont se partager le prix. Et ce partage peut faire partie de la convention de divorce par consentement mutuel de l'avocat. Quand il s'agit de biens qui ne sont pas immobiliers, des parts de société, des meubles, des voitures, des comptes bancaires, ben voyez, excusez-moi, je vous en prie, au contraire. Sous le pied. Non mais au contraire. Dans ce cas-là, on n'a effectivement pas nécessairement besoin d'un notaire, sauf quand c'est très compliqué, qu'il faut faire des calculs qui nécessitent l'intervention du notaire, mais autrement, l'avocat, dans la convention de divorce par consentement mutuel, peut procéder à cette liquidation de communauté ou d'indivision. Il faut s'entendre jusque sur ces partages. Ah oui. Et ça marche aussi, on a beaucoup parlé de l'actif, mais ça marche pour le passif aussi. Exactement, ça marche pour le passif aussi, c'est-à-dire qu'il faut s'entendre sur la répartition des crédits, s'il y a des crédits en cours, qui prend en charge tel crédit ou tel crédit, est-ce que l'un des époux prend en charge seul le crédit parce qu'il a peut-être plus de moyens que l'autre, etc. Tout ça, ça peut se prévoir et se justifier, ou alors on peut décider qu'ils prennent par moitié en charge le passif. Et alors, la question aussi fatidique, la fameuse prestation compensatoire. Voilà. Alors, la prestation compensatoire, effectivement, sur ça aussi, il va falloir se mettre d'accord. Et c'est souvent un petit peu difficile. C'est ce point-là, et les enfants, bien sûr, qui donnent lieu aux discussions les plus animées avant d'arriver, on l'espère, à un accord. Donc, la prestation compensatoire, comme nous le savons, c'est une indemnité qui est versée par un époux à l'autre pour compenser la disparité qui découle de la rupture du mariage. Et donc, il faut effectivement se mettre d'accord sur le montant de la prestation compensatoire, également sur les modalités de son règlement, puisqu'elle est payable soit au comptant, soit sous forme d'une rente temporaire, ou éventuellement viagère quand on est en situation de ne vraiment pas pouvoir pourvoir seul à ses besoins, quand il s'agit par exemple d'un conjoint âgé, malade, qui n'a pas d'espoir de se réinsérer sur le marché de l'emploi. Ça peut être une rente viagère aussi jusqu'à sa mort. Donc il va falloir se mettre d'accord sur les montants et les modalités de paiement de cette prestation compensatoire. Et j'allais dire, au niveau aussi, il y a une incidence, ça compte aussi, fiscale.
Donc j'imagine au niveau des impôts, oui, il y a une incidence. Il y a une incidence, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut imaginer qu'un avocat en droit de la famille ou un juge aux affaires familiales, c'est quelqu'un qui ne comprend pas grand-chose en fiscalité. Alors c'est peut-être vrai, mais pas sur la fiscalité du divorce. Ah ben non, il faut être en mesure de renseigner les gens, parce que selon les modalités de paiement de cette prestation compensatoire, on va avoir droit soit à une réduction d'impôt, soit à une déduction, comme pour une pension alimentaire, année après année des sommes versées. Voilà, ça dépend effectivement de la durée sur laquelle est versée la prestation compensatoire. Et j'allais dire, on a abordé brièvement le notaire qui va être là pour les formalités. Il y a également du conseil, on imagine, sur les questions notamment de patrimoine. Mais évidemment, il y a le rôle primordial, et vous êtes là pour ça, de l'avocat. Oui, effectivement, ça a été un grand débat en 2016, lorsque la loi du 18 novembre 2016 a créé en France pour la première fois le divorce sans juge. Puisque c'est le seul cas de divorce sans juge, la question a été de savoir si ça allait être un acte d'avocat ou un acte notarié. Et oui. En définitive, ça a été un acte d'avocat, tant mieux pour notre profession. Et en effet, la conséquence de la disparition du juge dans le divorce par consentement mutuel, ça a été qu'aujourd'hui, chaque époux doit impérativement avoir son propre avocat. On ne peut pas en avoir qu'un seul. Voilà, on ne peut pas en avoir qu'un seul, on ne peut plus, parce que c'était possible avant mais plus la réforme, mais depuis le 1er janvier 2017, divorce sans juge, sauf dans le cas où un enfant mineur veut être entendu par le juge, auquel cas on revient au modèle antérieur, c'est-à-dire un divorce par consentement mutuel homologué par un juge qui aura entendu l'enfant mineur, mais dans la plupart des cas, les enfants sont d'accord avec leurs parents sur les modalités qu'ils ont mises en œuvre. Et dans ce cas-là, effectivement, pas de juge, donc un avocat par époux, de manière à ce que chacun puisse être utilement conseillé par son propre avocat et que l'avocat ne se trouve pas dans une situation inconfortable. Vous parliez de prestations compensatoires tout à l'heure. Ça peut être difficile. J'ai deux époux en face de moi, l'un qui veut une prestation compensatoire, l'autre qui ne veut pas en donner. Moi, je ne peux pas à un moment donné me couper en deux, je suis en conflit d'intérêts. Donc il faut effectivement que chacun ait son avocat. Et donc les avocats co-rédigent une convention de divorce qui prévoit effectivement le divorce, mais aussi toutes les conséquences dont on a parlé par rapport aux biens, par rapport aux enfants, par rapport à des questions un peu secondaires mais qui peuvent être importantes. Par exemple, est-ce que le conjoint qui utilise le nom de l'autre va pouvoir conserver l'usage de ce nom après le divorce ou pas? Vous voyez, des petites questions comme ça. Ça fait partie des stipulations de la convention. Exactement, des stipulations de la convention. Et cette convention, une fois qu'elle est rédigée et que tout le monde est d'accord, on la notifie, chaque avocat la notifie à son client par lettre recommandée avec accusé de réception. Et à compter du retrait de la lettre recommandée, de la signature de l'accusé de réception, qu'il soit papier ou électronique, on a un délai de réflexion impératif de 15 jours, pendant lequel on ne peut rien faire. Et les époux doivent bien réfléchir pour que leur consentement ne soit pas bousculé, ne soit pas pressé. Et à l'issue de ce délai de 15 jours, il y a un rendez-vous de signature à 4, les deux avocats, les deux époux. On signe la convention de divorce par consentement mutuel, qui ensuite, comme vous le disiez, effectivement, est adressée à un notaire qui procède à un contrôle formel de cette convention pour pouvoir la déposer au rang de ses minutes. Et c'est ce dépôt au rang des minutes du notaire qui entraîne concrètement le divorce. C'est-à-dire la date du divorce, c'est le jour où le notaire dépose la convention rédigée par les avocats au rang de ses minutes. Voilà, qui authentifie l'acte en quelque sorte. Exactement. Ah ben justement, pour nos téléspectateurs donc, qui nous regardent, si vous êtes touché de près ou de loin dans votre entourage par la question du divorce, vous le voyez, j'allais dire, première chose, vous adjoindre les services d'un avocat. Ce sont les protagonistes qui peuvent vous accompagner. Et encore une fois, on va remercier Maître Régis Durand d'avoir été parmi nous. Merci pour ces éclairages. Et on ne l'a pas précisé, vous êtes inscrit au barreau de Toulon. Oui, tout à fait. Est-ce que je peux le dire, vous êtes un ancien bâtonnier? Je suis un ancien bâtonnier, en effet. J'ai été bâtonnier en 2010 et 2011, donc ce sont des mandats de 2 ans. Et effectivement, alors on perd les fonctions, heureusement, parce que si je les avais exercées depuis 2010, je serais sans doute encore plus épuisé que ce que je suis. Et en revanche, on garde ce titre, effectivement, de bâtonnier, c'est un peu honorifique. C'est l'honorariat. Voilà, de l'honorariat du bâtonnier. Pas encore l'honorariat de l'avocat, parce que ma retraite n'est pas pour tout de suite. Heureusement pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Durand. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et à très vite sur Info 83.